Alors vous évoquiez le gendre et le fils, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est cette dimension, c'est plusieurs dimensions qu'il y a dans votre livre, c'est que il y a évidemment le personnage historique, mais il y a aussi le père de famille, voilà, celui qu'une famille est en train vient de perdre aussi, avec on va dire une différence de traitement entre le gendre préféré et puis le fils qui est un petit peu en retrait. Oui, il y a une relation particulière avec le fils plus précisément. D'ailleurs, il lui fait une fois la blague en prenant un proverbe serbe, le cheval du gendre est toujours plus beau que celui du fils. Il ne le fait pas, par exemple, compagnon de la libération, alors que son gendre l'est. Et pourtant, les faits d'armes de son fils sont plus qu'honorables pendant la Seconde Guerre mondiale. Il lui demandera, mais pourquoi je ne suis pas compagnon de la libération? De Gaulle lui répondra, j'allais pas moi proposer ton nom. Et de toute façon, personne l'a proposé. Donc, si tu avais été mort, oui, je t'aurais fait compagnon de la libération. Donc, c'est une relation un peu brutale, un peu particulière, mais c'est très compliqué de s'inscrire dans l'affiliation du général de Gaulle, autant d'un point de vue familial, intime, que d'un point de vue politique, puisque quelque part, c'est quelque chose qui se vit aussi dans la relation avec Pompidou. Alors, il y a donc cette autre cérémonie, on va de l'une à l'autre, cette cérémonie donc à Notre-Dame. Alors, qui va représenter Israël? À l'époque, c'est Golda Meir qui est au pouvoir en Israël, mais celui qui est appelé, d'ailleurs, ça va leur permettre de se reparler entre Golda Meir et Ben Gurion, c'est donc Ben Gurion qui est finalement, enfin, vous y consacrez un chapitre entier, une sorte de Gaulle israélien finalement. Les deux hommes ont des parcours et vous faites un parallèle entre le choix de Sde-Boker de terminer sa vie retirée et le choix de Colombey. Oui, en fait, au fur et à mesure on a commencé juste parce on a vu que dans des journaux d'archives que Ben Gurion avait écrit une lettre à De Gaulle le matin de sa mort. Donc ça a commencé comme ça, et en fait il répond à De Gaulle parce qu'il a reçu ses mémoires et il trouve que la manière dont est relatée une petite anecdote entre eux, tout petit détail, c'est-à-dire ce que Ben Gurion aurait dit de son désir d'expansion ou pas autour d'Israël, et donc lui il réfute évidemment ce désir-là. Il n'aura jamais envoyé cette lettre. Et puis à partir de là, on se dit, mais alors comment ça, ils s'envoyaient des lettres? Alors il y avait une relation entre eux. Et en effet, il y avait une relation entre eux. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils ont des parcours communs. C'est la renaissance d'un peuple. Il faut construire avec des différences, mais réunir tout le monde pour reconstruire le pays l'un et pour construire le pays l'autre. Il y a un fait, par exemple, peu connu, dont on se rappelle pas, mais tous les deux ont milité et ont même acté pour la réconciliation avec l'Allemagne. Et dans les deux pays, aussi bien en Israël qu'en France, c'était un scandale. Il y a eu des manifestations dans les rues, on a traité Ben Gurion de nazi. Enfin, comment c'était possible de vouloir se réconcilier? Et tous les deux vont opérer cette réconciliation. Alors il y a ça, il y a énormément de choses. Il y a De Gaulle qui dit, d'ailleurs quand il rencontre Ben Gurion, il le surplombe, puisqu'on se rappelle que Ben Gurion n'était pas très grand, et que par contre De Gaulle l'était, et il lui dit vous êtes un géant. Vous êtes un géant, absolument. Et vous écrivez dans le livre, il avait de l'admiration pour la renaissance du peuple juif sur sa terre, mais il acceptait mal qu'on ne suive pas ses conseils et ses recommandations. Oui, et notamment d'ailleurs la rupture de 1967 avec la position politique de Gaulle à l'égard d'Israël à ce moment-là, qui est un tournant, résulte de cela. Il pensait qu'Israël allait écouter ses conseils, ils se parlaient, ils dialoguaient, ils étaient amis, il espérait être écouté, et il lui était insupportable de ne pas l'être. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique son discours de 67. Il faut rappeler qu'il a été un soutien d'Israël pendant très très longtemps, et d'ailleurs même dans cette lettre à Ben Gurion, qui pourrait servir de leçon dans la lutte contre l'antisionisme, il vient à tout prix, en de nombreux paragraphes, expliquer la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Mais bon, c'est vrai qu'il ne supportait pas de ne pas être suivi, et c'est d'ailleurs parce qu'il n'a pas été suivi par les Français lors du référendum de 69 qu'il a décidé de partir, chose extrêmement rare dans l'histoire politique française. Alors, on revient à Colombey maintenant, avec ce choix de ne pas avoir d'officiel, mais d'avoir les compagnons de la Libération qui remontent de partout en France pour venir accompagner le général. Et parmi eux, il y a Romain Gary. Alors Romain Gary est tombé amoureux, j'ai envie de dire, du général de Gaulle à un moment donné. Et d'ailleurs, il pleure beaucoup dans ses récits, dans ce qu'il raconte. Lors de cet enterrement, il est très touché. Il a mis donc son uniforme. Et c'est quelqu'un avec Malraux qui vont être, on va dire, ils vont écrire beaucoup autour de ce que fait le général et aussi leurs sentiments par rapport au général. Romain Gary, c'est quand même très particulier parce que dans des textes qu'il a publiés en anglais dans un premier temps quand il était aux États-Unis, mais qui sont réunis dans un ouvrage,
c'est formidable parce que il a compris déjà à ce moment-là de quelle manière De Gaulle est en train de construire le mythe de Gaulle. Et en fait, cette distanciation qu'il y a entre Charles de Gaulle et De Gaulle, qui mieux que Romain Gary, dont on sait qu'ensuite il va, n'est-ce pas, se splitter en deux personnages, il comprend très bien que en fait l'un sert l'autre et qu'en fait il se passe quelque chose. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire par la suite, tous les biographes et tous ceux qui s'intéressent à De Gaulle ont compris que De Gaulle s'adressait évidemment à ses contemporains, mais il était en train de créer ce qui allait être audible pour toutes les générations à venir. D'ailleurs, il disait qu'il s'adressait aux générations à venir, et c'est formidable qu'à ce moment-là, Romain Gary ait très bien entendu que De Gaulle était en train de créer le mythe. Et d'ailleurs, en écrivant ses mémoires, il écrit la propre histoire, son histoire, l'histoire de la France reliée à son histoire. C'est quand même ce qui reste aujourd'hui. Et vous évoquez également les ennemis politiques du général de Gaulle, leur réaction. Il y a quand même un certain respect, un énorme respect d'ailleurs pour le général. Chapitre consacré à Mitterrand, et chapitre consacré aussi aux communistes. Oui, bien, à la mort du général de Gaulle, pour eux, cela crée un immense vide. Ils se sont construits, structurés dans la lutte contre le gaullisme et contre le général de Gaulle, même directement. Et alors, d'ailleurs, on a titré le chapitre sur Mitterrand, lui seul compte, puisque quelque part, il s'était trahi lors de son discours lors de l'entre-deux tours de 1965 en disant « Je suis candidat contre le général de Gaulle et contre lui seul, car lui seul compte ». Et bien, quelque part, pour lui seul comptait dans sa construction. Il était obsédé par la rivalité avec De Gaulle et paradoxalement, c'est d'ailleurs pendant le mandat de François Mitterrand que De Gaulle est devenu la figure préférée des Français, le personnage numéro 1, le premier des Français sentimentalement. Et quant au Parti communiste, oui, pour eux, quelque part, le communisme a été mis en faiblesse, en délicatesse, en même temps que le gaullisme l'était. Donc c'est un peu une aventure commune. Et pour ça, c'était assez important de le noter, de le signifier, et intéressant de voir comment le Parti communiste allait commémorer la mort de Gaulle. Eh bien, eux, ils en sont restés à l'homme du 18 juin, bien évidemment. Alors, les cérémonies se terminent, et puis il y a une troisième cérémonie dont vous parlez, à la synagogue de la Victoire. La communauté juive, Ben Gurion lui-même, est là pour rendre hommage, donc au nom de la communauté juive, au général. Là aussi, ça fait polémique, puisque, comme vous le disiez, on est après 67. Alors oui, on peut constater, c'est ce qu'on raconte dans le livre, mais maintenant on le teste nous-mêmes. Cette histoire-là entre les Juifs et De Gaulle, elle est compliquée. Elle est devenue compliquée à partir de 67, et il y en a qui arrivent même à dire que De Gaulle, finalement, il était antisémite. Là, je pense qu'on va très très loin. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut l'expliquer aujourd'hui. C'est important d'aller dans les détails parce que c'est une histoire complexe. Tout à fait, c'est pour ça. Et c'est peut-être pas sur les réseaux sociaux qu'on pourra aller dans des débats un peu complexes. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que à la Victoire, d'abord, on se serait pas attendu avec des livres comme celui de Raymond Aron, mais aussi avec tous les responsables communautaires qui s'étaient exprimés, qui s'étaient très offusqués, et qui avaient été même blessés pour certains de la réaction de Gaulle, qu'on allait faire un office pour la mort de Gaulle. Et pourtant, c'est le cas. Donc ça reste quand même aussi pour les Juifs celui de l'appel du 18 juin, c'est celui qui a débouté les nazis, malgré tout. Et Ben Gurion va à la synagogue. Alors tout ça fait D'ailleurs, tout ça, c'est un ballet qui est assez intéressant, puisque pendant un certain temps, Ben Gurion tarde à arriver. Et alors, il se demande dans la synagogue s'il va venir ou pas. Parce que tous ces chefs d'État qui se sont déplacés, donc, ne vont pas être reçus à la boisserie, ne vont pas aller se recueillir au cimetière, mais par contre, ils font tous un petit passage par l'Élysée, quand même au moins ça. Donc, ils se demandaient dans la communauté juive, est-ce qu'il allait venir ou pas. Pourquoi ? Parce que aussi, il y avait cette relation entre Ben Gurion, qui n'était pas tout à fait religieux, on va dire, avec la synagogue, et Ben Gurion qui a dit, lui, que la communauté juive avait jugé avec trop de hâte ce qu'avait dit De Gaulle. Il vous reste quelques minutes, quelques secondes. Je voudrais juste vous faire réagir sur une dernière phrase qui est de votre livre. À Londres, j'attendais l'église, j'ai vu arriver la synagogue. Oui, parce que ça, c'est De Gaulle qui l'a dit. C'est De Gaulle qui l'aurait dit. Mais en tout cas, il a pu le penser parce que la présence des Juifs dans les rebelles de l'an 40, dans les premiers engagés après l'appel du 18 juin, était surreprésentée. Il y avait beaucoup de Juifs là-bas, et d'ailleurs, il y avait aussi malheureusement une poignée de militants d'extrême droite antisémites qui ont voulu les empêcher de prendre des responsabilités. De Gaulle les a soutenus et a fait en sorte que dès René Cassin, qui devient le premier juriste
juriste, le premier universitaire à rejoindre De Gaulle, à lui donner une place de poids. Et on connaît la destinée de René Cassin par la suite, autant dans les instances de la communauté juive que dans les instances politiques nationales et même internationales. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans ce livre qui, je crois d'ailleurs, marche très bien. Ça va? On espère. Oui. Voilà. Comme vous savez, click and collect. Voilà, click and collect. Vous pouvez aller chez votre libraire, le récupérer. Je vous invite vraiment à le lire. C'est passionnant. Ça se lit très vite et très bien. Vraiment, Jonathan Ayoun, Judith Collins Solal, merci d'être venu sur RCJ pour nous présenter l'adieu au général, donc aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'est la fin de ce 12-13. On se retrouve demain à partir de 8h. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ. Retrouvez l'invité de la rédaction.